Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast un peu particulier en partenariat avec MHSC On Air et BAF Media. Il s'agit d'un podcast occasionnel nommé Dans le club, spécial MHSC. Aujourd'hui, dans ce podcast de quelques minutes, j'ai donné la parole à un commentateur sportif très connu du côté de Montpellier. On peut dire que c'est la voix du MHSC. Il s'agit de Philippe Serres. Dans ce podcast, il s'est confié sur la relation très particulière et très proche qu'il avait avec l'emblématique et regretté président du Montpellier Hero Sport Club, Louis Nicolin. Je l'ai laissé s'exprimer pendant un petit quart d'heure, en intervenant que très peu. Alors si vous êtes un supporter passionné du MHSC, ce podcast rempli d'anecdotes va vous faire sourire et vous montrer la bienveillance et la simplicité de Loulou Nicolin. Je vous laisse écouter. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur les différents réseaux sociaux de MHSC On Air et de BAF Media. Bonne écoute. Personnellement, c'est un rapport, mais je pense ne pas être le seul dans ce cas. Nous avons chacun, tous, autant que nous sommes autour de Louis Nicolin à l'époque, un rapport assez personnel, assez particulier. En ce qui me concerne, c'est un homme qui m'a pris sous son aile très tôt, puisque moi j'ai commencé à commenter les matchs de la Paillade. J'étais tout seul à Montpellier à le faire, puisqu'il n'y avait qu'une seule radio à l'époque. Moi j'ai commencé à commenter les matchs de Montpellier en 1984. Donc il s'est noué entre Loulou et moi des rapports qui au départ étaient pas vraiment professionnels, mais rapidement très amicaux, parce que nous n'étions pas à ce moment-là une foule de médias comme tous ceux qui couvrent aujourd'hui l'actualité. Le monde a évolué. Nous, quand j'ai commencé à la Paillade, il y avait une radio et le Midi Libre, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres radios, il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas tout ça. Au fil des années, c'est noué entre Louis et moi un rapport très affectif. Et toutes ces années, jusqu'à sa disparition, ça a été comme ça. Moi, il m'avait à la bonne. C'est lui qui a inventé le surnom de Sersou. Il y a eu Sersou, puis il y a eu Sersouné, c'était encore plus affectif. Moi, j'avais un rapport, j'ose à peine le dire, mais j'avais quand même un rapport quasi filial avec lui. Il m'aimait bien, il me considérait, parmi les médias, il me considérait pas véritablement comme un média quelconque. Surtout l'année du titre, parce que l'année du titre, il me téléphonait pas très régulièrement, mais il m'a appelé 4 ou 5 fois dans la saison pour me dire comme ça, juste, mon Sersouné, qu'est-ce que tu en penses, où c'est qu'on va, voilà, j'ai senti que c'était un homme qui était en confiance avec moi, autant que je l'étais vis-à-vis de lui. Donc, j'étais très proche, moi, de Nicolin, mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui peuvent se prévaloir d'avoir été parmi le cercle proche de Loulou. Mais je pense que sur un plan purement affectif, humain, nous avons partagé plein de choses ensemble. Il m'avait vraiment à la bonne, quoi. Il m'aimait beaucoup et ça dépassait le contexte professionnel, lui et moi. Il savait très bien que je faisais rejaillir l'image du club autant que le club me faisait rejaillir. Je veux dire, c'est pas moi qui ai fait le club, c'est plutôt le club qui m'a fait. Et Loulou, si tu veux, il a toujours été très sensible, il a toujours été très regardant. Alors évidemment, avec sa bonhomie, sa personnalité, il était sollicité de partout. Mais chaque fois que nous avions l'opportunité d'être ensemble ou de se croiser, c'était toujours quelque chose de très affectif. Moi, je n'ai jamais tutoyé Louis, contrairement à lui, bien sûr, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Moi, je l'appelais Louis, mais je ne l'ai jamais une seule fois tutoyé. Il faut quand même resituer les choses dans le temps. Moi, quand moi j'ai commencé en 84, je commentais aussi les matchs de basket quand il avait le club de basket. J'ai vécu sa période aussi quand il est allé au rugby à Béziers. Je commentais les matchs de rugby à Béziers, mais j'étais surtout estampillé la voile la paillade. Donc, si tu veux, j'ai fait toutes les campagnes européennes du MHSC. Et puis il y a la période où j'ai été gravement malade en 2009 et en 2010. Il m'appelait une fois par mois pour prendre de mes nouvelles. Et il me demandait si j'avais besoin de lui. Il y avait énormément d'affectifs, sans prétention aucune. Je pense que chacun le rendait à l'autre. Nous avions un respect mutuel l'un pour l'autre. Il m'aimait beaucoup, je l'aimais énormément. Et moi, je me suis toujours plu à dire, voilà, j'ai eu un père qui m'a fait, j'ai eu un père qui m'a conçu, j'ai eu un père qui m'a fait.
et parce que voilà, toute ma carrière professionnelle, je la dois au club, et puis ça s'est passé comme ça, et puis ça a été merveilleux. On a fait plusieurs déplacements ensemble. J'ai été quelquefois invité pour faire des déplacements dans son avion. Je sais pas, il m'avait à la bonne, mais en même temps, il n'était pas très très expressif non plus sur un plan affectif. Mais il savait agir en sorte qu'on puisse le ressentir l'année du titre. Souvent, on s'est eu au téléphone. Il me disait, un jour, il avait été malade. Il n'avait pas pu se déplacer à la Mosson pendant une échéance. Et puis quand je suis sorti du stade et que j'ai rallumé mon portable à la fin de la soirée, je remontais la voie rapide et j'ai eu un message dans la voiture. Il me dit: salut, Monsieur Sounet, c'est ton président. Ça voulait tout dire. Je sortais d'une voiture de Radio France. Il me dit: Monsieur Sounet, c'est ton président. Je n'ai pas pu aller au stade ce soir, mais je sais pas. Pourtant, j'ai toutes les télés, mais je t'ai écouté. Ça m'a fait bien plaisir. Je t'embrasse. Et puis à Auxerre, quand on a terminé, moi je lui avais dit 2 mois avant, je lui avais dit: Louis, quoi qu'il advienne de cette saison, elle restera de toute façon gravée dans le marbre. Alors, titre ou pas titre, je vous demande une faveur. À Auxerre, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer dans le vestiaire. Il a tenu parole. Il a tenu parole. Et dans le capharnaüm qu'il y a eu autour, bien sûr, après le titre, c'était l'explosion, il y avait des centaines de gens autour. Je me rappelle que quelqu'un était venu me chercher et il m'avait dégagé la voie et que j'avais pu rentrer dans le vestiaire. Bon, c'était quelque chose de magnifique, et Louis me l'avait promis, et il était là, il était heureux. Bon, il était sollicité de partout, donc tu es tout et n'importe qui. J'ai pu enregistrer plein de choses dans le vestiaire le soir du titre. Nous avons fait la Coupe de l'UEFA, nous avons fait la Coupe des Coupes en 91, quand il avait été exclu par l'UEFA pour un comportement jugé un peu déplacé à Eindhoven, parce qu'il avait traversé le terrain. Il avait été, quand l'équipe s'était qualifiée à Eindhoven, il avait traversé le terrain tout débraillé pour aller saluer les 25 supporters montpelliérains qui avaient fait le déplacement aux Pays-Bas. Ça n'avait pas plu à l'UEFA, il avait pris 3 matchs d'interdiction de banc. Et il m'avait attrapé quand on s'était qualifié, et il m'avait dit: Monsieur Sounet, je n'ai pas envie d'aller dans la tribune des officiels à Bucarest, je viendrai commenter le match avec toi. Je n'en croyais pas mes oreilles, jamais j'aurais pu imaginer ça. Et puis il a tenu promesse sans que je sois obligé de l'appeler 25 fois 8 jours avant. Il m'a dit: je te promets, j'arriverai. Et quand j'ai vu le bonhomme grimper péniblement les marches pour nous monter au pigeonnier là-haut, je me suis dit: oh putain, c'est pas possible. Il arrive. Il a dit vrai. Et il arrive. Et j'ai commenté le match à Bucarest en intégralité avec lui, parce que c'était trop rigolo. Pendant que toute la nomenclatura roumaine cherchait le président montpelliérain, il était avec moi dans la tribune, dans une cabine individuelle d'ailleurs en plus. Puis nous avions des accords internationaux avec les techniciens des radios nationales d'État. Parce que je travaillais pour Radio France, quand les Roumains sont venus à la Mosson, il y avait des techniciens de Radio France pour eux. Et quand je suis allé en Roumanie, naturellement, il y avait des techniciens roumains de la radio d'État de là-bas. Donc je savais que j'avais la garantie qu'il n'y aurait pas de problème technique. Mais quand ils ont vu arriver le bonhomme, tout le monde s'est extasié, tout le monde s'est agenouillé devant Louis Nicolin. Personne n'imaginait une seule seconde qu'il viendrait commenter le match avec moi. Alors c'était d'autant plus clownesque que nous avions quand même gagné 5-0 au match aller, et qu'en termes de suspense, c'était quand même pas un match qui nous faisait hérisser le poil. Mais je me souviens très bien que nous avions gagné 3-0 à Bucarest au retour, et quand le premier but a été marqué, alors je sais pas si c'est Jaffo ou Garand à l'époque, je sais plus, il m'engueule à l'antenne. Il avait une notion du direct en faisant croire qu'il comprenait rien aux lampes rouges. Donc, il m'engueule à l'antenne en me disant: mais Sersou, excite-toi, gueule, on a marqué. Alors que je m'efforçais tant bien que mal en direct de lui signifier sans me dire que ça faisait quand même à peine que 6-0 au cumul des 2 matchs. Après, à Manchester, on s'est croisés dans les coursives à 5 minutes du coup d'envoi à Old Trafford. Et il me dit: mon cher Sounet, quand je pense où on était tous les deux il y a 30 ans et où on est aujourd'hui, puis l'émotion l'a submergé, et c'est la seule fois où j'ai vu Louis Nicolin véritablement touché. À travers vos différentes anecdotes, on voit quand même que vous avez eu un rapport très personnel avec Louis Nicolin. Les rapports que j'ai eus avec lui,
ont été des rapports très personnels, mais en même temps, ils ont dépassé le concept, le cadre professionnel et sportif. On a fini par se respecter, on a fini par s'aimer, je crois que c'est ça. Et j'ose espérer, j'ai la faiblesse de penser que de là où il se trouve, il doit pas, peut-être, je dis bien peut-être, être mécontent de voir qu'aujourd'hui je suis au club comme si c'était au fond une finalité. Il aurait été fier et il doit être fier de vous y voir en tout cas. Mais je l'espère. Hein. Il y a eu aussi la saison 2011-2012, une saison historique pour le MHSC avec le titre de champion de France empoché par les Payadins. Quel souvenir vous gardez de Loulou Nicolin cette année-là? Il y a pas mal de souvenirs, je suppose, que vous avez en tête. Beaucoup de supporters aussi parlent souvent de la fameuse crête orange et bleue que Loulou avait fait sur ses cheveux pour fêter le titre. C'est une image exceptionnelle ça aussi, mais vous, quel est votre meilleur souvenir de Louis Nicolin à cette période-là? Très sincèrement, eu égard au parcours qui a été le mien et aux relations qui nous ont liés pendant tant d'années, je n'ai pas été très étonné de ça, à part ça. Bon, parce que je connaissais le personnage excentrique, mais là sur le coup, c'est pas ce qui me restera le plus en mémoire. Ce qui me restera le plus en mémoire, c'est deux scènes. C'est quand les lampes s'éteignent à Auxerre et qu'il va reprendre l'avion pour arriver à Montpellier et préparer les festivités pour le titre. Je crois que c'était écrit quelque part que sortant du stade, parce que moi en plus de ça, si tu veux, j'ai commenté le match du titre à Auxerre, mais je ne rentrais que le lendemain. C'est-à-dire que moi, je quittais Auxerre et je remontais en voiture sur Paris pour prendre l'avion le lendemain matin. Donc je ne partais pas avec l'équipe, je ne rentrais pas avec l'équipe. Donc d'une minute à l'autre, je me suis trouvé tout seul à Auxerre. Tout le monde était parti. Et juste avant ça, c'était écrit, je suis tombé en quittant le stade, je suis tombé devant la voiture où se trouvait le loup qui s'était échappé parce qu'il y avait trop de gens, il était fatigué, il s'étouffait, il y avait trop de monde, c'était trop, tu imagines. Et je suis arrivé devant la voiture comme ça, et il m'a fait un petit clin d'œil avec un signe de l'index en me disant viens me voir mon Cersounet. Il a baissé la vitre et là, il m'a dit, tu vois, tu le reverras peut-être de ton vivant, moi sûrement pas, mais je suis profondément heureux et il m'a embrassé. Ce genre de moment, ça doit être hyper marquant et ça montre que Loulou était quelqu'un de très attachant. Oui, c'est des moments. Non, mais moi, sans être trop impudique, parce que ce sont des choses qui m'est arrivé de temps en temps de raconter. Il y a prescription et puis de toute façon, il y a aucune gêne là-dessus. Je pense. Ce moment-là du titre, ça a été très furtif aux portes de sa voiture et puis il m'a regardé partir. Il savait que je rentrais pas directement. Moi, je suis parti d'un côté vers Paris, lui il est parti vers son avion et Montpellier. Et puis après, il a été emporté par la vague, il a été emporté par toutes les sollicitations, toutes les festivités. Je ne suis redevenu à ce moment-là qu'un parmi des milliers. Mais quand il y avait il y avait des invitations par-ci, des invitations par-là, il y en avait toujours une pour Cersounet. Donc c'est comme ça. Mais bon, on en a vécu de bien belles. Hein. On en a vécu de bien belles. Mais tout à la fois, il avait ce comportement avec moi très paternel, et très patriarche. N'oublie pas qu'on est liés, toi et moi, par une passion, mais n'oublie pas que c'est moi le boss, quoi. Et je pense que ce qui a fait que nous nous sommes appréciés, c'est un respect mutuel que nous avons toujours entretenu, lui et moi, lui avec ses mots et moi avec les miens. Merci beaucoup à Philippe Sers de s'être confié à travers de nombreuses anecdotes le concernant et concernant Louis Nicolin. Je ne sais pas pour vous qui écoutez ce podcast, mais pour moi j'aurais pu l'écouter encore des heures. J'aurais pu écouter Philippe des heures parler du MHSC et de ses différentes histoires et anecdotes. C'est toujours un plaisir d'entendre parler de notre club avec autant de bienveillance et d'amour. Voilà, c'est la définition de Philippe Sers, mais aussi la définition de Louis Nicolin, bienveillance et amour. Donc merci beaucoup Philippe pour ces quelques minutes de parole. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, Philippe Sers va prendre sa retraite, va raccrocher le micro en fin de saison.
Donc nous lui souhaitons et je lui souhaite très personnellement une très belle et heureuse retraite. Et merci pour toutes ces années, pour tous ces commentaires d'année en année, de génération en génération, parce qu'il a fait vibrer de nombreuses générations, Philippe Sers. Alors merci Philippe pour tous ces moments de commentaires, que ce soit sur France Bleu Héros ou même sur les réseaux sociaux du MHSC ces dernières années. Merci pour tout, merci pour cette voix qui nous a fait tant vibrer. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur MHSC On Air et BAF Média. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast occasionnel et je vous dis à très vite